Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Il a découvert son père pendu et depuis il n'a qu'un seul but, le venger. La fixette sanglante de l'orphelin, un compte rendu d'audience de Christophe Guérin. Encore une croix sur le calendrier. Un jour de plus. Le temps s'écoule si lentement. En cette fin d'hiver, dans sa chambre d'enfant de la maison familiale de Moucron, en Belgique, Nathan Duponchel n'a qu'une date en tête. Le 4 avril. Ce sera le jour de ses 18 ans. Il sera enfin majeur. 18 ans, en général, c'est l'âge de tous les projets. Passer son permis de conduire, aller à la fac, prendre son indépendance. Mais Nathan, avec sa bouille ronde et ses cheveux en brosse, a depuis longtemps une autre ambition. Lorsqu'il sera majeur, il foutra sa vie en l'air. Mais il ne tombera pas seul. Il va y avoir du sang. Sa future victime, il la regarde de temps en temps sur Internet. Il se passe en boucle un petit reportage de la télé locale. On y voit un homme de 71 ans au visage affable, avec les cheveux blancs et l'accent du coin. Il s'appelle Alfred Gaden et est le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de la commune de Moucron. Sur le reportage, il fait la visite guidée du cimetière communal de Luigne, une agglomération de la ville. Précisément l'endroit où Nathan compte l'envoyer. Dans un cercueil. À chaque fois que l'ado se repasse la vidéo, il sent sa haine monter. Tuer cet homme est le seul horizon de sa vie. Ce qui arrivera ensuite, peu importe. Au moins, l'honneur de sa famille sera lavé. L'origine de cette obsession remonte au 14 février 2015. Ce soir-là, les Duponchel dînent chez eux en famille. Nathan, 15 ans et demi à l'époque, est assis avec ses deux frères et ses parents, Tania et Olivier. L'ambiance est morose. Soudain, le père sort de table et quitte la pièce sans un mot. Tout le monde sait qu'il vit des moments difficiles. Olivier Duponchel était depuis 15 ans employé à la sécurité de la ville et pompier volontaire, avec le grade de sergent. Mais il y a eu des coupes d'effectifs au service public fédéral. L'homme vient de se faire licencier. Il le vit très mal. Depuis, à la maison, c'est la soupe à la grimace. On l'entend qui claque la porte du garage derrière lui, puis on perçoit encore quelques bruits derrière la cloison. Ensuite, plus rien. Au bout d'un moment, Nathan se lève pour aller voir ce que fait son père. Il ouvre la porte et l'univers s'effondre. Olivier se balance au bout d'une corde, les deux pieds détachés du sol. Il s'est pendu en plein repas familial, à quelques mètres des siens, et il n'y a plus rien à faire. La famille est anéantie par ce suicide. Mais c'est Nathan qui encaisse le choc le plus mal. Son père adoré, son héros, son soldat du feu, l'a abandonné. La levée du corps, la veillée funèbre, les obsèques sont pour lui un calvaire. Il ne comprend pas. Il n'admet pas. Toutes ses balades à vélo, ses dribbles dans le jardin, ses sorties avec son papa dans son bel uniforme orange. Tout ça pour en arriver là? Nathan ne comprend pas qu'on puisse se tuer pour avoir perdu son travail. Mais ce qu'il retient, c'est le nom de celui qui a signé la lettre de licenciement. Alfred Gaden, le maire. C'est ici que sa haine va commencer à s'embraser. Les mois passent. Tandis que sa mère et ses frères acceptent une aide psychologique, Nathan ne veut voir personne. Il marine dans son malheur, arpentant sans relâche les lieux du drame. La cuisine, le garage. Parfois, il explique à table qu'il va tuer le maire. Sa mère ne relève pas. Ce sont les mots d'un gosse blessé. Elle aussi souffre tellement. Chaque soir, dans le secret de sa chambre, Nathan rumine son projet de vengeance.
Et il regarde ce reportage de la télé locale où l'on voit le maire marcher entre les tombes du cimetière. Ce même cimetière où repose son père. Moi aussi, je finirai sans doute ici, plaisante Alfred Gaden face à la caméra, mais j'espère le plus tard possible. Ça reste à voir. Mais avant de le faire payer, Nathan doit attendre. Il veut être majeur pour que son geste n'incrimine pas sa mère. Il veut agir en homme, laver l'honneur de la famille et en assumer seul les conséquences. Mais l'attente est longue. Le 4 avril 2017, c'est le jour J. Nathan a 18 ans. Le voilà paré pour l'action. Sauf qu'entre-temps, sa résolution a un peu fléchi. C'est après tout un garçon normal avec les désirs, les aspirations de son âge. Il aimerait maintenant entrer dans l'armée et porter l'uniforme comme son père. Il a passé le concours. Et puis, il y a cette fille, Kathleen, une copine qui lui plaît beaucoup. Il lui écrit, il rêve. Bref, Nathan va mieux et son projet d'assassinat est relégué au second plan. Hélas, le destin va se charger de raviver les plaies. L'armée d'abord refuse la candidature de Nathan à cause d'une légère déficience d'audition. Puis Kathleen repousse ses avances. Elle préfère qu'ils restent amis. Une double gifle monumentale, aller et retour. L'ado replonge dans ses tourments. Il se repasse une fois de plus la vidéo du maire. On le voit en fin de reportage fermer la grille du cimetière avec un gros cadenas. Je le fais moi-même tous les soirs à 19h. 365 jours par an, dit-il. Des précisions fatales. À Loigne, tout le monde l'aime bien, le bourgmestre. C'est un homme bon, dévoué à sa charge, très à l'écoute de ses administrés. Mais Nathan a l'impression d'être le seul à connaître sa vraie nature. À ses yeux, Alfred Gaden est un imposteur. 19h, ce soir du lundi 11 septembre 2017. Le maire, ponctuel, arrive comme chaque soir pour cadenasser le portail du cimetière. Il voit un jeune homme venir à sa rencontre de l'allée centrale. Un garçon un peu rond, avec des écouteurs autour du cou. Le bourgmestre ne le reconnaît pas au premier coup d'œil. « Je suis Nathan Duponchel », se présente le jeune. « Mais oui, le fils d'Olivier. Comme tu as grandi. » Alfred Gaden se souvient évidemment du suicide du pompier, une tragédie qui avait déchiré le cœur de toute la commune et le sien en premier lieu. « Vous pouvez m'accompagner ?» demande Nathan. « Il y a un problème avec la tombe de papa. » Le maire lui emboîte le pas. Il s'avance dans les allées jusqu'à la sépulture et se penche en fronçant les yeux. Il ne voit rien d'anormal. Au même moment, Nathan extirpe de sa poche le cutter qu'il a acheté spécialement. Il déplie la lame et s'approche du maire par derrière. Il y va d'un coup sec et décidé, directement à la gorge. Absolument impitoyable. Un seul coup de lame. Sans doute Alfred Gaden n'a-t-il pas le temps de comprendre. Il se retrouve la jugulaire et la carotide sectionnée. À peine quelques secondes de conscience, puis la victime bascule sur les graviers dans un jaillissement de sang. Ça y est, c'est fait. Le coupable est mort. Nathan sort son téléphone et compose le numéro de la police. À l'arrivée des premiers agents, il est toujours sur place et va à leur rencontre pour se constituer prisonnier. Trop tard. Il est mort, annonce-t-il froidement. 2 ans plus tard, nous sommes le lundi 23 septembre, devant la cour d'assises de Mons. Dans la vaste salle d'audience, aux murs sombres, Nathan Duponchel se tient dans le box, en t-shirt noir et veste à capuche violet clair. Désormais âgé de 20 ans, il a légèrement forci, mais il a toujours son visage désarmant de jeunesse. Dans les rangs du public, les regards le scrutent comme une énigme quand, soudain, des notes de piano résonnent. Quelqu'un a-t-il oublié d'éteindre son portable? Mais ce n'est pas une sonnerie de téléphone. Le président Jean-Francis Jonker, dans son micro, fait diffuser une chanson. On entend la voix du rappeur Lafouine qui articule ces mots. « Papa,
Le temps va, tout s'en va, mais pas l'amour que j'ai pour toi. » Sans préambule, le juge interpelle l'accusé. Cette chanson, c'est celle que vous écoutiez ce soir-là, juste avant l'arrivée d'Alfred Gaden au cimetière. Est-ce ce texte qui vous a donné des idées d'homicide? Mais Nathan Duponchel prend tout le monde de court en répondant à côté de la question. « Je voudrais simplement dire que je reconnais la préméditation, » déclare-t-il. La salle en reste stupéfaite. Jouer le coup de folie passager était une des cartes de la défense, et tout s'effondre. Nathan balaie lui-même cette possibilité. Il assume totalement son acte. Ses proches défilent à la barre. Ses grands-parents jurent qu'il a toujours été un gentil garçon. Son frère, Cédric, se souvient que petit, il ne supportait pas l'injustice, ce qui lui a valu un temps le surnom de Che Guevara. Sa mère, Tania, émue aux larmes, se désole. Après la mort de son père, Nathan parlait peu. Je savais qu'il en voulait au bourgmestre, mais quand il disait vouloir le tuer, je n'y croyais pas. Ce n'était qu'un gamin désorienté. Quand il m'a annoncé son intention d'entrer dans l'armée, j'étais si contente. Il regardait à nouveau l'avenir. Je suis sûr que rien de tout ça ne serait arrivé s'il avait été accepté. Oui, mais c'est arrivé. Un meurtre d'une brutalité terrible, une exécution. La cour diffuse des images de la scène de crime insoutenable. Les proches d'Alfred Gaden, sa femme Agnès, ses nombreux amis présents, s'efforcent de ne pas baisser les yeux. L'épreuve est terrible. Surtout quand Nathan raconte les faits. La rencontre, le « comme tu as grandi », le coup de cutter. Depuis le suicide de mon père, j'étais sûr que c'était le maire le responsable. C'est à cause de lui que papa s'est pendu. C'est lui qui a signé son licenciement. Et papa est parti. Dans ma vie, il n'y avait plus rien. La meilleure chose que j'avais à faire pour lui rendre justice, c'était de le venger. Et le responsable pour moi était Alfred Gaden. Aujourd'hui, Nathan sait qu'Alfred Gaden n'était pour rien dans cette histoire de licenciement. L'affaire relevait du collège communal et de l'échevin du personnel. Le maire ne voulait pas s'en mêler pour ne pas s'impliquer affectivement. Il n'était que le signataire, en bout de chaîne, de décisions qu'il n'avait pas prises. Tout ça, je m'en suis rendu compte trop tard, se désole l'accusé dans son box. Et tout à coup, pour la première fois, il fond en larmes. Je m'excuse. Je regrette tellement. Tous les jours, je regrette. Je voudrais changer ce qui est arrivé, mais ce n'est pas possible. Dans la salle, c'est le grand silence. Dans toutes les têtes, et d'abord dans celle des 12 jurés, c'est le même grand écart. Il y a d'un côté ce garçon, cet orphelin que l'on aurait presque envie de plaindre, de comprendre, comme le plaidera son défenseur, maître Jean-Philippe Rivière. Et de l'autre, la cruauté des faits, inexcusable pour l'avocat des parties civiles. Ces sentiments mêlés, la veuve du bourgmestre, d'une dignité exemplaire, les résume parfaitement. Je ne pardonnerai jamais. On ne peut pas pardonner ça. Mais je n'ai pas de colère contre ce garçon. À l'issue de son procès, Nathan Duponchel a été condamné à 20 années de réclusion, une peine clairement mesurée compte tenu du meurtre de sang-froid qu'il a commis. Il ne pourra pas présenter de demande de libération conditionnelle avant 9 ans. Il faut maintenant apprendre à vous reconstruire, lui a recommandé le président en guise de conclusion des débats. Après la mort de votre père, vous avez refusé toute assistance psychologique. Cette fois, il va falloir accepter, car vous devez apprendre à vous connaître avant d'espérer sortir un jour. Nathan Duponchel a promis qu'il suivrait ce conseil. C'est peut-être une lumière, enfin, tout au bout du tunnel. Mais pour Alfred Gaden,
il n'y aura plus jamais de lumière. Sauf celle qui brille encore dans les yeux de ses administrés quand ils se remémorent leur bourgmestre. Aujourd'hui encore, on peut voir un peu partout dans Lueigne des photos du maire aux fenêtres des maisons. Et elles sont généralement accompagnées d'un seul mot. Merci. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.